RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Isabelle Champ-Moreau, vice-présidente du gouvernement en charge notamment de la lutte contre les violences intrafamiliales. Bonjour. Bonjour. Alors cette semaine, le comité de suivi du Grenelle des violences intrafamiliales s'est réuni à la CPS. C'était l'occasion de faire un bilan des actions et puis un point de situation sur le territoire. Isabelle Champ-Moreau, tout d'abord, est-ce que vous estimez aujourd'hui que ce Grenelle a vraiment permis de faire avancer les choses en Nouvelle-Calédonie ? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation. Ça me permet de parler de nouveau de ce sujet. Avant de débuter cette interview, je voudrais adresser mes condoléances à toute l'équipe d'RRB et je voudrais me joindre aussi à tous les Calédoniens parce que j'entends les messages depuis plusieurs jours, des messages vraiment très bienveillants et pleins d'émotions. Donc voilà, je voudrais vraiment m'associer à la douleur de tous les Calédoniens qui se manifestent. Pour revenir au Grenelle, c'est vrai que quand j'ai entendu moi-même parler du Grenelle en 2019, parce que c'était une initiative lancée par le Premier ministre Édouard Philippe, honnêtement, je me suis dit c'est une énième formule de communication, voilà. Et puis finalement, on a décidé de le décliner ici en Nouvelle-Calédonie parce qu'on venait de créer le secteur. C'était une nouveauté au niveau du gouvernement. Avant, on parlait de conditions féminines. Et moi, j'avais dit à mes collègues, quand on parle de violence au sein des familles, on ne peut pas parler de conditions féminines. Il faut vraiment afficher nos priorités dans ce secteur. Et donc, depuis, alors les associations ne nous ont pas attendus et les acteurs pour agir sur le terrain. Ça fait des années qu'ils travaillent sur ces sujets. Je pense que vraiment, l'intérêt du Grenelle, ça a été deux choses. D'abord, et grâce notamment aux médias, de parler très régulièrement de ce sujet, ce qui amène à une libération de la parole, parce que l'intérêt également, c'est de faire ressentir aux victimes qu'elles ne sont pas seules à subir malheureusement ces violences et qu'elles ont, au travers de différents dispositifs, l'occasion de se signaler. La deuxième chose, c'était également de partager une feuille de route avec tous les acteurs. Je pense que le rôle de la Nouvelle-Calédonie, parce que les compétences en matière de lutte contre les violences sont souvent liées à l'exercice de la justice, aux fonctions également des forces de l'ordre. Nous, on a des compétences, je dirais, plus marginales sur ces sujets. Je pense que le rôle du gouvernement, c'est également d'être fédérateur et de suivre régulièrement ces sujets au travers d'une feuille de route que l'on a construite avec les associations et les différents acteurs du secteur. Alors on le voit, les dépôts de plainte ont augmenté de 20% en 3 ans. C'est finalement un bon indicateur selon vous ? Alors les chiffres ne sont pas bons, hein. Ils ont fortement augmenté, donc les faits qui reviennent au niveau de la justice et des forces de l'ordre ont fortement augmenté depuis 2018. Alors on essaye de faire la part également entre ce qui est des nouveaux faits qui se seraient produits et puis effectivement la libération de la parole. Donc ça a été l'occasion de faire le point notamment avec le procureur sur ce sujet lors du comité de suivi. On arrive quand même à une sorte, heureusement je dirais, de palier, ce qui va nous permettre effectivement de mesurer le poids de cette libération de la parole, mais on voit à tous les niveaux sur le terrain, que ce soit au niveau des forces de l'ordre, mais également au niveau des associations, effectivement, et aussi par rapport au personnel de santé, parce que je pense que c'est une porte d'entrée très importante. Par exemple, dans le libéral, il y a une boîte mail spécifique qui existe au niveau de la justice pour que les professionnels au niveau libéral, par exemple les médecins généralistes, et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée sur le terrain, puissent également signaler des faits de violence. Donc il y a effectivement vraiment une libération de la parole. Sur ce point, je voulais quand même dire qu'il y a quand même un grand chemin à parcourir parce qu'on voit que dans l'étude cadre de vie et sécurité que vous avez évoquée dans vos titres, il n'y a que 30% des personnes victimes de violences, donc c'est surtout des femmes, il faut le relever, osent pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour se signaler. Donc on voit qu'il y a quand même encore sur la question de la libération de la parole et le signalement, il y a encore beaucoup de travail à faire de sensibilisation et d'information sur le terrain. Donc les violences intrafamiliales en Nouvelle-Calédonie sont sous-estimées ? Alors, il était important qu'on fasse cette étude cadre de vie et sécurité. C'est une étude globale sur la violence en Nouvelle-Calédonie. On y apprend quand même, vous l'avez relevé, que les Calédoniens se sentent 2 fois plus en insécurité que sur le territoire métropolitain. Ça fait quand même les chiffres que l'on relève. Ça fait quand même de nous les premiers, je dirais, les champions des violences sur le territoire national. Donc, c'était important pour nous d'avoir des chiffres actualisés parce qu'on ne peut pas mettre en place des politiques publiques ou des projets sans savoir exactement quelles sont les réalités sur le terrain. Alors, l'ISEE nous dit que ces chiffres sont certainement sous-estimés.
puisque c'est du déclaratif. Donc effectivement, il y a peut-être des personnes interrogées qui n'ont pas osé dire dans quelle situation elles se trouvaient, mais c'est une étude importante parce qu'elle concerne 6000 foyers. C'est la deuxième plus grosse étude après le recensement auprès de la population. Et comme je vous le disais, par exemple, nous, un chiffre de 30% de personnes seulement qui se signalent, ça nous permet ensuite de décliner ensuite les actions qui sont nécessaires. Et on voit que sur ces violences, on a à peu près 43% des violences signalées qui sont intrafamiliales. Malheureusement, dans vos titres, on a un exemple de ces violences entre un père et son fils. Donc, on est souvent en situation de violence avec des gens qu'on connaît bien, des amis malheureusement ou des personnes de sa famille. Et là-dessus, on a à peu près 30% qui sont des violences au sein du couple. Donc, pour nous, ce sont vraiment des indicateurs importants pour les professionnels et les institutions pour affiner nos politiques publiques. Alors, l'accent a véritablement été mis sur l'accueil des victimes ces dernières années. C'est quelque chose qui est très important pour permettre justement ces signalements. Oui, parce qu'on voit que c'est vrai que réguler les phénomènes de violence, c'est quelque chose de très long et de très complexe. Les adultes que nous sommes, les adultes ont pris certainement aussi des habitudes ou ont peut-être puisé dans leur enfance des phénomènes de reproduction d'un certain type de violence. On parle aussi beaucoup des addictions, puisque la plupart des violences se font sur fond d'alcool ou de cannabis ou les deux. Donc, en tout cas, nous, on est vraiment sur cette question de l'accueil des victimes, oui. Parce qu'il est difficile d'agir vraiment sur les causes de la violence. Donc sur l'accueil des victimes, c'est surtout un travail qui a été fait au niveau de la justice et des forces de l'ordre. Donc d'abord, ce que nous dit le procureur, c'est que les forces de l'ordre agissent beaucoup plus vite et très rapidement dès qu'il y a un signalement de violence. On sait que dans les violences conjugales et familiales, il faut agir très vite car la situation peut se dégrader très rapidement. Ensuite, les forces de l'ordre, notamment les policiers, la police nationale et les gendarmes, ont suivi des formations. Pendant les premiers ateliers du Grenelle, c'était vraiment ce qui était ressorti. C'est quand une victime pousse la porte d'un commissariat au bout de plusieurs années, peut-être, et souvent, parce que c'est un phénomène très long, avoir subi des violences au sein de sa famille, il ne faut pas manquer cette occasion, entre guillemets, excusez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'une fois que la personne se signale, il faut qu'elle soit accueillie en toute confidentialité, avec bienveillance, qu'elle trouve un discours adapté à ces problématiques, parce que si elle s'en va, on pourrait ne plus la revoir, en tout cas, elle ne pourrait ne pas déclarer ses violences. Donc il y a eu ce gros effort de formation et qui a porté ses fruits dans l'accueil des personnes concernées. Après, j'entendais un auditeur aussi sur votre antenne avant l'émission aborder la question des armes à feu. Donc je pense que quelqu'un qui est sous le coup d'une enquête ne peut pas acheter d'armes, mais je me ferai confirmer les choses par le procureur. Mais en tout cas, ce qui est très important, parce qu'on a eu quand même 3 féminicides récemment, 3 drames, avec des jeunes femmes qui avaient aussi des jeunes enfants. Et ces 3 féminicides ont été perpétrés avec des armes à feu. Donc ce qui a été aussi rappelé lors de cette réunion du Grenelle, c'est qu'il y a systématiquement maintenant des perquisitions et des saisies d'armes à feu pour éviter justement cette montée de violence et un drame qui pourrait intervenir. Et il y a aussi la prise en charge des conjoints violents. Il faut aussi les sortir du domicile parce que c'était en quelque sorte la double peine quand on devait sortir les victimes de chez elles et qu'elles devaient partir bien souvent avec leurs enfants. Oui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup, nous, cette expression de la double peine. Donc, parce qu'on parle beaucoup de la victime, c'est normal, il faut qu'elle soit donc extraite la plupart du temps, malheureusement, du domicile. Il faut qu'il y ait des foyers d'accueil, des familles d'accueil. Il faut qu'on s'occupe aussi des enfants. J'y reviendrai. Mais on parle peu des auteurs. On parle beaucoup des condamnations qui sont nécessaires. D'ailleurs, je n'ai plus le chiffre en tête. Je vous le communiquerai par ailleurs. Il faut que je le récupère. Mais on a un grand nombre de personnes incarcérées au camp Est pour des causes de violences intrafamiliales ou conjugales. Donc, il est important qu'on s'occupe des auteurs de 2 façons. Alors, pour les condamnations, bien sûr, les plus importantes, il y a une condamnation et une incarcération. Mais pour les personnes qui sont entrées dans ce cycle de violence qui se manifeste, il faut avoir une prise en charge précise. Donc, il y a 2 types de prise en charge. Il y a des stages à la responsabilisation, à la responsabilité qui sont mis en place notamment avec la province Sud. C'est une initiative également avec la justice. Mais il est important également qu'on ait des lieux
d'hébergement pour les auteurs de violences. Ce qui éviterait, donc on appelle ça l'éviction du conjoint, ce qui éviterait que les femmes effectivement quittent le domicile avec leurs enfants, les rescolarisent, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus facile à faire, je dirais aussi en milieu urbain, dans l'agglomération, qui est plus compliqué en milieu coutumier. On a vu, il y a une loi du pays qui a été déposée au Congrès et qui aborde ce sujet, qui est en deuxième lecture avec un avis du Sénat coutumier qui est redemandé sur un certain nombre de points. Il est important aussi qu'on tienne compte de cet aspect de la coutume et du droit civil coutumier, parce que beaucoup de femmes beaucoup de femmes et leurs conjoints et leurs enfants dépendent de ce cadre, et il faut vraiment qu'on ait à nos côtés les autorités coutumières pour multiplier les familles d'accueil et traiter ce problème d'éviction du conjoint, parce que les personnes qui sont isolées, voilà, dans l'agglomération, les choses sont quand même plus facile avec plus de partenaires. Les personnes qui sont isolées en province nord, certains endroits de la province nord ou de la province des îles, ont évidemment moins accès à ce type de dispositif. Alors si on retrouve ce problème des violences intrafamiliales sur l'ensemble du territoire, la réponse n'est pas toujours la même à apporter, c'est bien ça que vous nous dites? Oui, alors je crois, on l'avait évoqué lors de précédents entretiens, il faut quand même être innovant sur notre territoire et pas chercher à plaquer forcément des dispositifs qui existent ailleurs, même s'il faut regarder évidemment quels sont les résultats de ces initiatives. Donc, je voulais dire qu'on en a fait le bilan cette semaine. On a plus d'une vingtaine de familles d'accueil qui sont maintenant identifiées et formées. Donc, c'est souvent des familles d'accueil en tribu, justement avec l'appui des autorités coutumières, mais aussi parfois religieuses, qui permettent un hébergement d'urgence, avant peut-être de rejoindre un foyer, que ce soit dans le nord ou dans le sud. On a aussi le bus que l'on a développé avec l'appui de la Croix-Rouge. Donc il y a une trentaine de lieux qui ont été identifiés déjà pour 2022 pour aller vraiment au plus proche des populations, avec un aspect très important, et on travaille avec l'association La Davi sur ce sujet, c'est ce qu'on appelle l'accès au droit. C'est-à-dire les gens, il faut qu'ils sachent, même s'ils ne sont pas pour l'instant prêts à porter plainte, à se signaler, etc., quels sont leurs droits et quels sont les dispositifs à leur disposition. On a aussi beaucoup parlé, et je voudrais dire un mot sur ce point, de la situation des enfants. Parce que dans la problématique des violences conjugales, évidemment, c'est normal, on parle beaucoup du conjoint et de la conjointe. On est très axé sur la victime adulte, mais on n'a pas assez de dispositifs et de soutien pour les enfants qui peuvent être victimes ou témoins de violences, peut-être aussi malheureusement dans une démarche de reproduction quand ils seront adultes de ce qu'ils ont vu ou subi. Et puis de toute façon, même s'ils ne sont pas dans un système de reproduction, ils portent des conséquences lourdes. Les spécialistes nous ont alertés notamment, par exemple, sur la situation de violence intrafamiliale ou conjugale avec des mamans qui sont enceintes. Et donc nous disent que dès la grossesse, l'enfant perçoit ces phénomènes de violence et peut emporter les stigmates dès sa naissance. Donc ça, c'est je ne dirais pas des nouveaux messages, parce que les professionnels, eux, le savent, mais c'est quand même des nouveaux messages à passer dans la population. C'est-à-dire que quand une femme est enceinte, évidemment, elle est dans un état de fragilité accentué, et son enfant, même in utero, peut subir des phénomènes de violence. Alors, on a beaucoup parlé de violences faites aux femmes. C'est 70% à peu près des violences intrafamiliales en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi les violences faites aux hommes et aux enfants. Oui, alors je crois que les violences faites aux hommes, il ne faut pas les minimiser. Elles sont certainement encore plus taboues parce que c'est compliqué. Il y a aussi des hommes qui se manifestent. Je voudrais rappeler le numéro de SOS Écoute 05 30 30 de 9h à 1h du matin, 7 jours sur 7. C'est important de se signaler parce que parfois, certains hommes subissent également une violence et ne savent pas comment la gérer, comment réagir. Et donc, c'est important aussi, même avant de rentrer dans une démarche de signalement, de pouvoir appeler une association, d'en parler. Des professionnels sont à l'écoute et peuvent donner également des conseils. Sur ce sujet, on a aussi beaucoup parlé des jeunes. Et je voudrais parler un petit peu de prévention sur ce sujet. La violence est présente aussi chez les très jeunes couples.
Alors eux, ils ne se considèrent pas comme couple, ils ne se considèrent pas en situation de violence conjugale, c'est normal, hein, ils sont très jeunes, mais la violence est très présente dès le plus jeune âge. Elle est sur fond aussi, malheureusement, on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, finalement d'une éducation à la sexualité qui se fait aussi par rapport à la pornographie. Et donc, ce sont quand même de nouveaux sujets qu'il faut qu'on prenne en considération dès maintenant pour ne pas accentuer les problèmes une fois qu'ils sont adultes. Donc, moi, je le porte auprès de mes collègues du gouvernement. C'est d'avoir vraiment un budget beaucoup plus élevé et très ciblé, à la fois sur la période de la très petite enfance, par rapport à ce que je disais sur les très jeunes enfants, mais aussi sur toute la période de la scolarité, pour pouvoir, dès le plus jeune âge, discuter de ces sujets avec les jeunes enfants, détecter également les problématiques qui peuvent se poser. Voilà, ça paraît tellement banal de le dire, mais voilà, il faut vraiment qu'on accentue nos actions au niveau des plus jeunes et notamment au niveau des adolescents. Isabelle Chamorro, pour conclure, on peut rappeler que si on est victime, on peut se signaler finalement assez facilement, que ça ne se passe pas forcément au commissariat de police ou de gendarmerie. On peut le faire dans plusieurs types de structures. Oui, alors déjà, si on ne veut pas forcément déposer plainte, on peut se signaler dans un commissariat, dans une gendarmerie. Une enquête sera quand même déclenchée sans dépôt de plainte, parce que souvent la plainte, ça fait quand même peur. On se dit qu'est-ce qui va se passer ensuite, mon mari va être incarcéré ou autre. Mais on peut se signaler et déjà, il y aura une enquête qui se mettra en place. Ensuite, il y a donc une possibilité aussi de déposer plainte pour les cas malheureusement les plus graves quand on est hospitalisé. Au Medipol, il y a aussi le DAV, hein, le dispositif d'aide aux victimes, qui assure cet accueil. Et puis le procureur travaille aussi avec les présidents de province, j'espère que ça va aboutir rapidement, pour qu'on puisse aussi se signaler, c'est déjà le cas, mais porter plainte dans les dispensaires. On voit dans l'enquête, hein, pour terminer sur ce sujet, qu'évidemment les personnes concernées préfèrent en parler à un proche, à un ami ou à un parent, qui n'hésite pas aussi à en parler à une association, parce que là, ils auront vraiment des conseils de professionnels. Voilà, j'en reviens à ce que je disais en introduction. En parler, c'est déjà agir, que l'on soit victime ou témoin. Ça aussi, c'est important, hein. On a tous peut-être dans notre entourage un collègue, une collègue, un ami qui est concerné. On ne sait pas trop comment se comporter dans ces situations. On appelle le 05 30 30 et il y a vraiment des conseils concrets qui sont donnés. Merci beaucoup Isabelle Chamorro d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre écoute. Vice-présidente du gouvernement en charge notamment de la lutte contre les violences intrafamiliales.